vais vous demander en fait de changer un peu de posture parce que je vais vous raconter une histoire. L'histoire de mon vécu en tant que chercheur, mais de chercheuse, mais de parents, citoyennes fondateurs, cofondatrices en fait d'un volet alternatif au primaire. Donc, je vais vous demander de vous asseoir confortablement et de vous laisser porter en 2014 d'abord. Mon mari et moi, on aménage dans un appartement dans un des quartiers les plus défavorisés de l'île de Montréal, avec notre petit Léo il y a 1 an à l'époque, et on se promène dans le quartier. On croise une école qui semble fermée. À ce moment-là, il émerge une question qui va être déterminante pour la suite. Quelle école notre fils va fréquenter? Quand je reviens à la maison, je mène une recherche sur Internet et les liens sur lesquels je tombe ne me rassurent pas du tout. Donc, il y a 3 écoles, les 3 écoles à proximité de chez moi sont fermées pour des raisons d'insalubrité et tout ça, donc ils sont en rénovation. Et là, je vois des intervenants qui s'insurgent sur la lenteur des actions dans un contexte où les enfants, les élèves beaucoup sont en contexte de vulnérabilité. Et plus loin, je tombe sur un lien qui m'amène à un comité qui travaille déjà à fonder en fait une école alternative. Je fais ni une ni deux, je les contacte. Je ne sais pas exactement pourquoi à ce moment-là, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire, mais je vais absolument travailler à ce mouvement-là. Donc, au fil des rencontres, on en a parlé hier, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'apprends qu'est-ce que c'est une école alternative au Québec. Pour faire très, très simple, disons, résumons un peu que les écoles publiques alternatives se centrent sur le développement global de l'enfant et tentent de mettre en place des outils pour s'adapter, pour respecter au mieux le rythme des enfants. Ça favorise beaucoup d'autonomie et il y a une grande place qui est accordée à la collaboration. La collaboration élève-enseignant, mais aussi école-famille. Au fil des rencontres, il y a beaucoup de questions qui émergent en moi. Tout le monde semble convaincu que l'école alternative, c'est mieux et que, en particulier dans le contexte dans lequel on se retrouve, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans le contexte de défavorisation. Tout le monde s'entend que c'est mieux et il se développe en fait ce qui est au cœur du projet à ce moment-là, c'est beaucoup la mixité sociale. C'est-à-dire qu'on veut à ce moment-là que l'école qu'on veut fonder soit mixte sur le plan social et économique. Donc, que tout le monde un peu soit. Parce qu'il faut dire à ce moment-là que dans le quartier, oui, c'est défavorisé, mais il y a des grands changements. Il y a des familles qui viennent habiter le quartier, qui se retrouvent dans des situations économiques, mais surtout sociales différentes, avec un niveau d'éducation supérieure, entre autres. Souvent, en moyenne. Et ça crée des tensions dans le quartier. Donc, il y a vraiment une volonté de réunir ces gens-là au cœur de l'école. Voilà. Ça semble avoir du sens, tout ça, mais je ne sais pas si c'est mon esprit scientifique qui me dit « Ah, je vais aller voir un petit peu davantage pour creuser, est-ce que effectivement c'est le cas? » Donc, je me mets à faire une recherche, d'abord un peu pour moi-même, et je me rends compte qu'il y a peu d'études à ce moment-là qui ont justement regardé les écoles publiques alternatives, qui les ont étudiées de façon scientifique, disons. Puis, finalement, au fil de mes recherches, j'entrevois peut-être un lien qui me semble intéressant à explorer, celui de la collaboration école-famille-communauté. La recherche a démontré que cette collaboration-là favorise la réussite scolaire, mais éducative des enfants. Ça serait particulièrement le cas lorsque cette collaboration-là a été très partagée, basée sur une confiance qui est mutuelle et une communication qui est bidirectionnelle. Sauf que dans les écoles publiques alternatives, les écoles publiques en général au Québec, la collaboration demeure surtout de base. C'est ce que les objectifs de recherche ont observé. Et puis là, je lis, sauf dans les écoles alternatives, mais il n'y a pas d'études qui se sont intéressées spécifiquement à ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des fondements de l'école alternative, c'est justement l'engagement des parents et la collaboration avec les parents. Donc, je me dis, bon, ça y est, je retourne aux écoles.
Donc, je suis allée explorer cette question-là plus spécifiquement. Je me suis intéressée à décrire dans ma recherche les relations entre l'école, la famille et la communauté. À ce moment-là, c'était en vue justement de décrire spécifiquement dans l'école. J'étais très optimiste, ça allait fonctionner dans l'école, qu'on allait réussir à mettre sur pied. Aujourd'hui, spécifiquement, je ne vais pas vous présenter tout ça, je vais me concentrer surtout sur les formes de collaboration. En fait, je me suis inspirée du modèle de Lavie qui décrit en fait quatre niveaux de formes de collaboration. Et puis, je me suis intéressée justement à aller voir est-ce qu'elles sont présentes dans l'école ou pas et dans quelle mesure. Je présente très rapidement. Ces formes de collaboration-là, en fait, elles varient beaucoup en fonction du degré de partage, de bidirectionnalité dans la communication, d'intimité dans les relations, etc. Alors, en 2015, en août 2015, la commission scolaire approuve le projet. Contrairement à ce qu'on avait proposé, on avait proposé à ce moment-là une école primaire, secondaire à part entière. On a eu un volet d'école alternative primaire. Donc, on devait trouver une école de quartier qui accepterait de transformer une partie de ses classes en classes alternatives. Il y a une école qui a manifesté un réel intérêt et à la fin de l'été 2015, elle nous a dit on est intéressé. À l'automne, le volet a été entériné par le conseil d'établissement et là, on est parti. On a rencontré l'équipe école, Marie-Mine Poulin qui était là d'ailleurs pour nous conseiller parce qu'il fallait décider l'approche pédagogique qu'on allait utiliser. À ce moment-là, l'équipe école tenait beaucoup à l'idée de la mixité. Je trouvais que c'était vraiment important, elle aussi. Ça semblait leur parler, finalement. Sauf qu'elles avaient des craintes. Parce que c'était une équipe école qui était déjà ouverte à la présence des parents. Des parents qui les invitaient beaucoup, mais les parents ne répondaient pas toujours présents. Donc, il y avait des craintes qu'effectivement, ça ne soit pas le cas avec le volet alternatif. Donc, le choix d'approche pédagogique a été influencé notamment par ces questions-là. Puis, ces craintes-là, quand on regarde la recherche, elles sont fondées. Parce qu'effectivement, on observe que dans des contextes de défavorisation, en moyenne, c'est plus difficile de collaborer avec les parents qui sont moins présents, etc. Donc, elles avaient des craintes, mais elles voulaient y aller quand même. Puis pour essayer d'amener ces familles-là, elles ont cherché au mieux à diminuer les obstacles pour favoriser leur présence. Donc, il n'y avait aucun questionnaire à montrer, aucun questionnaire écrit ou quoi que ce soit. Et c'était vraiment une école de quartier, c'est-à-dire qu'on favoriserait à l'entrée les élèves dont c'est l'école de quartier du territoire. En 2016, c'est la première année du volet. Donc, en septembre, le volet ouvre ses portes avec une classe de maternelle et une classe de première année, deuxième année combinée. Donc, pour mes collègues, pour les enfants de 5, 6 ans et 6, 7, 8, 9. À ce moment-là, je me suis un peu retirée du projet parce que je cherchais un peu à prendre une distance. L'approche méthodologique que j'avais adoptée à ce moment-là, c'est de dire, bon, c'est particulier comme situation. Je suis parent, fondateur, tout ça. Et à ce moment-là, j'étais souvent davantage en train de défendre ma posture et d'essayer de convaincre finalement de cette prétendue objectivité que de parler de mon projet. Parce que, évidemment, j'avais travaillé à fonder une école alternative. Donc, j'y croyais. Je voulais mettre mes enfants là. Donc, on s'entend qu'à ce moment-là, j'avais une posture qui était particulière. Et j'avais beaucoup de questions, justement, éthiques et méthodologiques, jusqu'au temps que je découvre l'approche ethnographique. À ce moment-là, pour ce projet spécifique-là, avec la posture que j'avais, ça m'est vraiment apparu comme étant bénéfique pour répondre à mes objectifs de recherche, de vraiment y aller les deux pieds, le cœur, la tête en même temps dans le projet. Donc, j'ai changé ma méthodologie et j'ai adopté cette posture. À ce moment-là,
Oui, donc c'est ça. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y avait des délais, finalement, comme c'est jamais le cas en recherche. Et en plus, la présence de mon fils allait inévitablement se produire. Donc, ma collecte de données, au départ, j'avais prévu la faire sans la présence de mon enfant. Je me disais, je vais avoir le temps de le faire avant, finalement, qu'il rentre. Mais finalement, c'est difficile. Donc, d'autant plus que ma posture devenait difficile à assumer si j'essayais de garder une distance. Donc, j'ai transformé ça. Et puis, j'ai vraiment utilisé mon journal de recherche davantage comme outil de recherche. Donc, ethnographique, mais même auto-ethnographique. C'est à partir de cet outil-là que je vous présente aujourd'hui les formes de collaboration que j'ai vécues dans le cadre scolaire. Après, je vais vous en glisser un mot tout à l'heure, je l'ai corroboré avec ce qui a été vécu par les autres acteurs dans une collecte de données que j'ai mis des observations et des photos. C'est vraiment en relisant mon journal du point A au point B que je me suis aperçue qu'il y avait une gradation dans les formes de collaboration que j'avais vécues au fur et à mesure du développement du volet et de mon implication. Donc, au départ, j'étais vraiment dans l'information. Je savais pas c'était quoi vraiment l'école alternative, j'étais dans l'apprentissage. J'avais besoin d'une base. Il n'y a pas vraiment de mutualité là-dedans, j'étais vraiment juste dans un besoin de recueillir de l'information. Puis, graduellement, au fur et à mesure de mon implication, quand je suis allée avec l'équipe école, tout ça, il y a eu une mutualité. On a échangé des informations. J'ai été consultée, etc. Donc, mon engagement s'est augmenté d'un coup. Les autres formes de collaboration, je les ai vues vraiment juste à partir du moment où mon enfant est rentré à l'école. Donc, ça, je vous dis, la deuxième année du volet, il y a eu l'ajout des comités de parents. Donc, la première année, on n'en avait pas, la deuxième année, on a eu. Et l'ajout de 2 classes. Puis, la troisième année, c'est mon entrée à la maternelle en tant que parent. Et il y a eu l'ajout aussi d'une deuxième classe. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment saisi toutes les occasions possibles pour m'impliquer, pour collaborer et vraiment vivre de l'intérieur, finalement, cette collaboration-là. Donc, j'ai assisté aux rencontres, je suis devenue responsable de classe, je me suis impliquée dans les comités, j'ai organisé des événements, vraiment toutes les possibilités d'implication. Mais comme je vous dis, rapidement, on est tombé, je suis tombée, dans une approche plus co-éducative, où là, il y avait justement de la coordination, de la concertation, certains échanges. Pour vous donner un exemple, du style de collaboration, c'est sûr, je dis qu'il y a une gradation, mais l'information mutuelle, la consultation, ça demeure quand même ce qu'il y a de plus fréquent. Et ça demeure toujours présent parce qu'on a besoin de se transmettre l'information minimalement. Donc, des échanges par l'agenda. Au volet, on a une page Facebook par classe, une page Facebook par volet. Et donc, les parents peuvent donner l'information à travers ça, les enseignants, tout ça, donc il y a un échange qui se fait là. La consultation, par exemple, il y a une consultation, parce qu'il faut dire qu'on revient dans notre école à l'automne, après 7 ans d'absence, donc il y a une consultation sur le lignage, la cour d'école, donc ces choses-là. On est du niveau 1 de collaboration. Ensuite, niveau 2, les comités se partagent des tâches. Ensuite, ils se regroupent, il y a un comité qui regroupe tout le monde, qui permet de concerter, finalement, tous les comités. L'aide en classe. Les après-midi parents, parce qu'il faut dire qu'au volet, il y a des moments où les parents prennent en charge la classe pendant que les enseignants se concertent. Donc, il y a une certaine forme de prise en charge ici. L'accompagnement lors de sorties, on organise des assemblées, etc. Et niveau 3, ça c'est vraiment plus quand j'ai proposé des ateliers à l'enseignante. Puis là, on a travaillé ensemble à monter vraiment quelque chose ensemble. On est plus dans la coopération. L'aide en classe est transformée parce que je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en classe pour lui apporter un coup de main. Le rôle de responsable de classe aussi, où je connaissais plus mon rôle, puis je pouvais justement, sans avoir besoin de toujours attendre après elle, demander
des choses directement aux parents. Donc, c'est vraiment à partir de l'automne, et peut-être même plus l'hiver, que j'ai commencé à goûter à défendre peut-être un petit peu plus de niveau 4, de coopération, un peu de partenariat, au niveau du partage de pouvoir. C'est aussi là que ma collègue de données a commencé, officiellement. Donc, il y avait mon journal qui m'a permis de documenter ma propre expérience, mais après, je voulais vraiment aller corroborer tout ça avec les acteurs qui sont là sur le terrain. Donc, j'ai fait d'observation, j'ai fait 28 séances d'observation où j'ai participé, de novembre à avril. Ça se termine tout juste, je suis dans les premières analyses, premiers résultats. Et cette focus group de 4 à 7 participants de janvier à avril, des rencontres qui ont duré 2h30, où on a discuté justement de comment ça se vivait la collaboration au volet. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment un sentiment de confiance. Des relations de confiance qui se sont établies et il s'est développé un sentiment d'appartenance pour moi envers l'école. Et là, j'ai travaillé à la rédaction du cadre de référence où vraiment, en équipe, enseignants, parents, la direction, on s'est assis ensemble, puis on a rédigé, c'est quoi? On a rédigé en fait le guide de coéducation. Donc, c'est quoi la coéducation, finalement, dans notre volet? Ça s'est vraiment fait. Là, on est vraiment dans du partenariat. C'est vraiment fait sur un même pied d'égalité. Les rôles étaient partagés. Tout le monde avait le même rôle, peu importe son statut. Alors, on m'a demandé de travailler au projet éducatif. Il y a certains comités aussi où il y a eu la prise de décision, de l'aide spontanée, etc. Tout ça, ce qui m'a amené à penser, visiblement, au fil des rencontres et des observations, je me rendais compte qu'il y avait une variation. En fonction du niveau d'engagement des parents, tout le monde n'atteignait pas les mêmes formes de collaboration. Et là, je me suis dit, est-ce que justement, c'est pas réservé à certains parents qui s'impliquent davantage, sont plus présents, d'avoir un rôle, disons, je ne savais pas comment le nommer, de parents de référence, tout ça qui sert un peu de courroie de transition entre l'école et les autres parents. Vous allez voir, j'ai plus de questions que de réponses en ce moment. Donc, voilà. Et donc, pour poursuivre le raisonnement, ce partage du pouvoir-là, ce sentiment de travailler en équipe, moi, je l'ai vécu parce que j'étais très présente. Beaucoup de relations avec tout le monde. Je sais que tout le monde n'a pas vécu parce qu'on me le dit. Et je l'ai aussi observé. Donc, l'idée du niveau 3 reste quand même restreinte. Il y a vraiment une influence, une prise de décision commune. Pour ce qui est de la fusion de la cogestion, donc le dernier niveau, je ne peux pas dire que j'ai vraiment observé, peut-être dans des contextes très spécifiques, mais comme à peu près partout, ça demeure plutôt absent dans la collaboration école, famille, communauté. Je ne vais pas parler de communauté beaucoup. C'est quelque chose qui est en développement, mais en développement, je dirais, beaucoup plus lent que l'aspect parental parce que, encore une fois, je suis dans le questionnement, est-ce que justement c'est moins ancré? Il y a vraiment une volonté que ça se passe. Pour ce qui est du consensus, ça aussi, je me pose beaucoup de questions. Jusqu'à quel point on est dans le consensus? Hier, on parlait les 17 conditions ont été décidées en consensus à 90 %. Donc, c'est très, très fort, mais est-ce qu'on peut viser plus? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de réponse encore une fois. Donc, c'est vraiment un processus qui est graduel au fur et à mesure des contacts, des relations qui se développent. Puis, il y avait un parent, justement, dans un groupe qui disait moi, j'ai eu besoin, finalement, d'informations. J'ai eu besoin de voir, d'observer avant d'atteindre un niveau de collaboration plus grand, de prendre en charge une classe, par exemple. Puis, il y a un autre parent qui mentionnait, c'est le sentiment de communauté qui est déterminant. Plus tu es présent, plus tu connais, oui, les enseignants, oui, tu connais les autres parents, mais tu connais les élèves. Puis, c'est comme si, justement, tu as envie de contribuer à leur cheminement, tu as envie d'être avec eux. Puis c'est ça, finalement, qui amène des formes plus partagées de collaboration. Avant de conclure, un petit mot sur la mixité ou la non-mixité, parce que les craintes des enseignants et les craintes de tout le monde étaient fondées. Il y a eu des tentatives très, très importantes pour qu'effectivement il y ait une mixité dans le volet. Mais en ce moment, ça ne s'observe pas. Justement, les propos de cette enseignante-là les mettait vraiment en évidence. Donc, elle disait qu'elle, dès qu'elle est passée à l'alternative, elle a vu tout de suite le changement.
C'était pas du tout les mêmes élèves qu'elle avait dans sa classe. Et ce qui m'amène à, je vais vous laisser là-dessus, à quelques autres questions. Les formes partagées de collaboration. D'abord, est-ce qu'elles sont possibles uniquement sur une longue période de temps? Donc, qu'elles s'atteignent juste finalement quand on a eu le temps de se connaître et de faire la confiance. Est-ce qu'elle est possible en grand groupe ou si c'est juste limité à des groupes plus restreints? Je donnais l'exemple du classe de référence, c'était possible parce qu'on était peu nombreux. Mais dès que tu amènes ça en grand groupe, est-ce qu'on peut encore penser à un consensus et jusqu'à quel point? À un partage du pouvoir et jusqu'à quel point? Et finalement, est-ce que c'est possible dans les cas où la culture des individus, puis on pourrait dire aussi la culture familiale et la culture scolaire, est très éloignée? Ou si c'est possible justement uniquement dans des contextes où on est assez similaire dans nos valeurs et nos façons de penser. Je vous laisse avec ce questionnement.